De combien de personnes avons-nous besoin pour créer une nouvelle civilisation? Non, pas sur la Terre, mais sur Mars. Et dans des conditions limitées. Si nous créons cette colonie et que nous l'envoyons sur la planète rouge, à quel problème sera-t-elle confrontée? Comment ces gens pourront-ils survivre aussi loin de chez eux sans aucun soutien? Une récente étude scientifique apporte un éclairage sur ces questions. Jetons-y un coup d'œil. Mars est la 4e planète la plus proche du Soleil et la 7e du système solaire en termes de taille. La planète rouge ressemble beaucoup à notre Terre. D'ailleurs, avant de devenir un désert sans fin, elle aurait même pu ressembler à la Terre actuelle. Il y a des millions d'années, il y avait de l'eau, des océans, des plantes et, qui sait, peut-être même de la vie. Ne serait-ce pas fantastique de remettre toutes ces choses à leur place? Il n'est pas étonnant qu'on parle de colonisation de Mars depuis si longtemps. Aujourd'hui, la société SpaceX affirme que son projet de vaisseau interplanétaire pourrait acheminer 100 personnes sur Mars. Le propriétaire de l'entreprise, le milliardaire Elon Musk, a parlé de créer une flotte qui pourrait fournir un flux constant de ressources vers Mars. Mais quel est le degré de réalisme de tous ces fantasmes? En réalité, il n'est pas très élevé. Avant d'envoyer des gens sur Mars, il faut résoudre un certain nombre de problèmes. Par exemple, l'exposition très forte aux radiations, les sols toxiques, la faible gravité, les basses températures et toutes sortes d'autres choses plus ou moins désagréables. Et ce n'est que le début. Il faudra au moins quelques décennies pour créer un véhicule capable d'atterrir sur Mars et d'en revenir. Mais faisons une expérience de pensée et imaginons qu'on décide finalement de coloniser Mars. Comment les choses se passeront-elles? Récemment, des scientifiques ont publié une nouvelle étude sur ce sujet. Cette étude s'intitule « Nombre minimum de colons pour survivre sur une autre planète ». Son auteur s'appelle Jean-Marc Salotti, professeur à l'Institut national polytechnique de Bordeaux. Son article a été publié dans la revue Scientific Reports. Comme tu l'as deviné, l'étude cherche à savoir comment on pourrait coloniser une autre planète, de combien de ressources on a besoin, comment cette colonie devrait vivre, quel genre de tâches elle devrait effectuer et combien de temps cela prendrait. Et bien sûr, la question centrale, de combien de personnes on a besoin pour tout cela. Essayons de répondre à toutes ces questions. Imaginons que nous soyons entrés dans un avenir merveilleux. Enfin, pas vraiment. Un avenir terrible en fait. Dans son étude, Salotti suggère que la vie sur Terre est menacée par un événement catastrophique. La seule façon pour l'humanité de survivre est donc d'aller sur Mars ou sur une autre planète. Dans ce scénario imaginaire, malheureusement, l'approvisionnement en provenance de la Terre a été interrompu. On a même carrément disparu. La colonie doit maintenant subvenir à ses besoins toute seule, d'une manière ou d'une autre. C'est là qu'on rencontre déjà un certain nombre de problèmes. Par exemple, on ne sait pas si les habitants de la colonie travailleront bien ensemble. Vont-ils communiquer entre eux comme des êtres humains normaux? Vont-ils partager leur temps et leurs ressources comme il se doit? Les humains ont cette fâcheuse tendance à gâcher les choses pour les autres humains. C'est même à cause d'eux qu'il a fallu fuir sur Mars. Mais même si on oublie cet élément, qu'en est-il des questions d'organisation? De quels équipements disposons-nous? Avec quoi allons-nous extraire les ressources? De quelles compétences aurons-nous besoin? Tu sais quoi? Qui s'en soucie? Dans notre cas, ces choses n'ont pas d'importance. Tout ce qu'on sait, c'est que la colonie ne dispose pas de beaucoup de ressources et d'équipements initiaux, et que le facteur humain est absolument imprévisible. Les chances de survie sont donc assez faibles, mais il faut survivre d'une manière ou d'une autre. Dans ce cas, Salotti décrit deux choses qui auront un impact énorme sur notre survie. Ces éléments sont en quelque sorte les variables d'une équation mathématique. La première est la disponibilité des ressources locales. Il s'agit essentiellement de l'eau, de l'oxygène et de toutes sortes d'éléments chimiques utiles. Ces ressources doivent pouvoir être extraites d'une façon ou d'une autre et être faciles à utiliser. Heureusement, on ne part pas de zéro. On en sait déjà beaucoup sur Mars. Quelles sont les ressources qui s'y trouvent? Comment peut-on les utiliser pour le maintien de la vie, l'agriculture et la production industrielle? La colonie a de la chance, car tout cela a été étudié lors de divers séminaires et publié dans des rapports et des livres au cours des dernières années. Grâce à cela, on sait ce qui sera disponible pour notre colonie. Par exemple, on sait que des gaz peuvent être extraits de l'atmosphère et des minéraux du sol. Sur Mars, on pourrait avoir du fer, du verre et même des composés organiques.
Le problème le plus important est la durée de vie de l'équipement avec lequel nos nouveaux martiens commencent. Ils devront obtenir autant de matériaux que possible avant que les outils ne se cassent. Les maintenir en bon état sera presque la tâche la plus importante. Le deuxième facteur est la capacité de production ou la vitesse de travail. On a une liste précise de choses à faire. Fabriquer des outils par exemple, et tout ça doit être fait en quantité suffisante dans les délais impartis. Selon Salotti, l'élément le plus important sera ce qu'on appelle le facteur de partage. Imagine une personne qui tente de survivre sur Mars. Elle devra accomplir toutes les tâches par elle-même. Elle devra trouver ou construire son propre système d'approvisionnement en eau potable, en oxygène et en électricité. On a eu un aperçu de ce que ça peut donner dans le film Seul sur Mars. Ça n'a pas été facile. Il n'y a jamais assez de temps et c'est trop difficile à gérer pour une seule personne. À moins d'être Matt Damon, bien sûr. C'est pourquoi on a besoin d'une colonie assez importante, ce qui permet de répartir les tâches de manière significative. Chaque personne dépense moins d'efforts, se fatigue moins, et par conséquent, l'efficacité et la rapidité du travail augmentent. C'est là que le facteur de partage entre en jeu. Il ne nous reste plus qu'à calculer ce nombre de personnes. Si par exemple, on cherche à construire quelque chose, de combien de personnes a-t-on besoin pour le faire rapidement et efficacement ? Comment peut-on optimiser le travail autant que possible ? Cela dépend des besoins de ces personnes, des ressources disponibles, de facteurs aléatoires comme la météo, etc. Mais en général, ce nombre peut être estimé et calculé à l'aide de certaines fonctions mathématiques. Salotti décrit ces fonctions plus en détail dans son article. Tu peux le lire si ça t'intéresse. Mais pour résumer, il décrit 5 domaines qui doivent être pris en compte lors du calcul de ce nombre. Ces domaines sont les suivants. La gestion des écosystèmes, la production d'énergie, l'industrie, les bâtiments et le facteur humain. Le facteur humain comprend des éléments tels que l'éducation des enfants, les sports, les jeux, la musique, etc. En fin de compte, tout se résume à 2 choses, le temps dont on dispose et la qualité de la collaboration entre les membres de la colonie. Mais alors, quel est le résultat de tous ces calculs ? En fin de compte, Salotti a découvert qu'il faudrait au moins 110 personnes pour survivre sur Mars. C'est le nombre minimal nécessaire pour créer une civilisation autosuffisante. Et il est préférable de ne pas emmener trop de monde non plus. Plus nous serons nombreux à bord du vaisseau spatial, plus il sera difficile de prédire les résultats. Après tout, comme on l'a déjà mentionné, les humains gâchent toujours les choses pour les autres humains. C'est pourquoi il est préférable de s'en tenir à environ 110 personnes. Bien sûr, il s'agit d'une estimation. Et il existe un grand nombre d'hypothèses et d'incertitudes. Mais ce chiffre est déjà très utile. Les scientifiques savent désormais quel est le nombre minimum d'habitants pour la colonisation d'une autre planète. C'est une mission très complexe et il nous faudra beaucoup de temps pour la mener à bien. Il est très peu probable que nous nous envolions vers Mars dans un avenir proche. Cela pourrait prendre plusieurs décennies, voire un siècle. Par conséquent, la meilleure solution serait de faire de notre mieux pour sauver notre Terre jusqu'à ce que nous puissions commencer à conquérir d'autres planètes. Des centaines de vaisseaux spatiaux décollent de la surface de la Terre et se dirigent vers Mars. Avance rapide de 7 mois et cette flotte spatiale est toute proche de la planète rouge. Bientôt, ils vont tous atterrir et quelques milliers d'êtres humains deviendront les premiers citoyens de Mars. Peut-être ne retourneront-ils jamais sur leur planète natale, parce qu'il y aura ici absolument toutes les conditions pour une vie confortable. Il faut du temps et de nombreuses expéditions pour créer une colonie autosuffisante sur Mars. Voici comment, étape par étape, les gens pourraient y construire une ville à part entière, avec des usines, des hôpitaux, des logements et même des bars et des restaurants. Tout d'abord, il faut choisir le bon moment pour lancer la fusée. Une fenêtre de lancement s'ouvre une fois tous les 780 jours, lorsque la distance entre la Terre et Mars est la plus courte. Dans ce cas, le voyage prendra environ 6 à 7 mois. Passons à la rampe de lancement. Ici, nous voyons le vaisseau spatial relié à une fusée d'appoint. Allumage des moteurs. La fusée envoie le vaisseau spatial dans les airs. Elle se désarime ensuite et retombe sur la Terre. Au même moment, les moteurs du vaisseau spatial se mettent en route et le propulsent vers l'orbite de stationnement de la Terre. Pour effectuer cette ascension, le vaisseau a utilisé presque tout son carburant et doit maintenant être ravitaillé. Pour ce faire, nous utilisons à nouveau notre fusée. Une énorme grue accroche un autre vaisseau spatial à la fusée.
Il y a d'énormes réservoirs de carburant à l'intérieur de ce deuxième vaisseau. La fusée décolle de la Terre et emmène le ravitailleur en orbite. Il s'arrime au premier vaisseau spatial et le remplit de carburant. Le voyage dans l'espace peut nécessiter un total de 5 ravitaillements de ce type. Et pour la première mission visant à construire une colonie sur Mars, nous avons besoin de 5 vaisseaux spatiaux principaux. Cela fait donc environ 25 lancements depuis la Terre. Si l'on considère que la fusée coûte 230 millions de dollars, le ravitailleur 130 millions de dollars et le vaisseau lui-même 200 millions de dollars, le prix de la mission à ce stade est déjà impressionnant. Donc, allumage, avance rapide dans le temps et les 5 premiers vaisseaux descendent vers la surface de Mars. Ces vaisseaux n'ont pas amené les premiers humains. Ils ne transportent que des charges utiles, comme des réserves de nourriture et d'eau, de l'oxygène pour respirer et des fournitures médicales. Il y a aussi les premiers modules de vie, des systèmes de gestion des déchets et un grand nombre de panneaux solaires pour produire de l'électricité. Avant d'atterrir, l'un des vaisseaux lance un système de satellite en orbite. Il assurera la communication sur la planète rouge. Les robots commencent leur travail sur Mars. D'abord, tout un tas de petits rovers s'alignent et déplient des panneaux solaires. Leur surface totale atteint la taille de 7 terrains de football. Ils sont beaucoup moins efficaces sur Mars que sur Terre. Les fréquentes tempêtes de sable recouvrent la surface des panneaux. Mais en même temps, les vents forts de la planète rouge aident aussi à balayer tout ce sable. D'autres rovers, équipés de puissantes foreuses, commencent à chercher de l'eau dans le sol martien. Lorsqu'ils trouvent de l'eau, les gens commenceront à produire du carburant. Nous combinerons le dioxyde de carbone de l'atmosphère avec l'eau extraite à une température élevée et sous haute pression. Cela permettra d'obtenir du méthane pour les fusées et de l'oxygène pour respirer. Depuis février 2021, le rover Perseverance de Mars teste la technologie d'extraction de l'oxygène. Il y a un boîtier à l'intérieur baptisé MOXIE pour Mars Oxygen ISRU Experiment. Ce dispositif aspire l'air martien à l'intérieur, puis, sous haute pression, extrait un atome d'oxygène du dioxyde de carbone. Un tel appareil, de la taille d'une boîte à chaussures, peut fournir suffisamment d'oxygène pour qu'un astronaute puisse respirer. Mais si l'on construit le même mécanisme de la taille d'une grande usine, il produira de l'oxygène pour une colonie entière et rejettera le reste dans l'atmosphère de Mars. Un autre groupe de rovers travaille à transformer la surface de Mars en zone d'atterrissage pour préparer la prochaine étape de colonisation de la planète rouge. À ce moment-là, la population robotique de Mars travaille à ces tâches depuis 2 ans et 2 mois, et les humains sur Terre ont attendu qu'une nouvelle fenêtre de vol s'ouvre. Cette fois, ce ne sont pas 5, mais 12 vaisseaux spatiaux qui arrivent sur Mars. 10 d'entre eux sont des vaisseaux cargo qui apportent des matériaux de construction, du carburant et d'autres fournitures, ainsi que beaucoup d'équipements scientifiques et des imprimantes 3D. 2 autres vaisseaux transportent les premiers astronautes interplanétaires. Les portes des vaisseaux s'ouvrent et 30 héros posent le pied sur la surface de Mars pour la première fois de l'histoire. Ces personnes sont des scientifiques, des ingénieurs et des médecins. Ils ont subi un processus de sélection très strict et un long entraînement pour devenir les premières personnes à fouler une autre planète. Et ces personnes n'ont pas de billet de retour. Ils devront rester sur Mars pendant au moins 2 ans. Pour l'instant, les astronautes vivent encore dans leur vaisseau spatial et essaient de s'habituer aux conditions inhabituelles de Mars. La température ici est d'environ -62 degrés Celsius. De plus, la gravité sur Mars est 2,5 fois plus faible que sur notre planète natale. Cela signifie qu'une personne ici peut sauter 2 fois plus haut et soulever des objets plus lourds. Mais les muscles du corps humain ont du mal à s'habituer à une telle différence. Les astronautes ne peuvent donc pas travailler à plein temps. La première chose qu'ils font est de décharger les cargos et de déployer les systèmes de survie. Certaines personnes expérimentent la transformation du sol martien en matériaux pour les imprimantes 3D. D'autres installent des serres et cultivent le sol pour faire pousser des plantes. Le système de recyclage des déchets humains que les robots ont apporté ici est utilisé pour fabriquer des engrais pour les plantes. Encore 2 ans et 2 mois ont passé. Nous assistons au lancement d'un vaisseau spatial, non pas depuis la Terre, mais depuis Mars. Les 30 astronautes ont terminé leur mission et sont sur le chemin du retour. Il est plus facile pour les vaisseaux spatiaux de décoller de Mars car la force gravitationnelle y est moins conséquente. Au même moment, des vaisseaux sont lancés depuis la Terre. Ils amènent près de 100 nouveaux colons et encore plus de fournitures sur Mars. Lorsque cette flotte spatiale arrive sur la planète rouge, les astronautes peuvent goûter les premiers aliments cultivés ici. Les imprimantes 3D commencent à construire des maisons sur Mars. Elles impriment des enveloppes extérieures à partir du sol martien et de déchets végétaux. Ces coquilles protégeront les habitations des radiations solaires et des vents violents.
À l'intérieur des coquilles, les gens construiront des maisons permanentes, gonflables et équipées de modules apportés directement depuis les vaisseaux spatiaux. Ces maisons ont des plateformes d'habitation, des plateformes de recherche et des centres de communication. La construction se poursuit pendant 2 ans encore, jusqu'à ce que la prochaine fenêtre de vol s'ouvre à nouveau. Certains astronautes quittent Mars, mais de plus en plus de personnes viennent ici à chaque nouvelle mission. Ils ne vivent plus à bord des vaisseaux spatiaux. Il y a des maisons souterraines confortables et des abris imprimés en 3D. La plupart des aliments sont déjà produits sur Mars. Une nouvelle génération de robots travaille avec les agriculteurs. D'autres robots aident à construire encore plus de maisons pour accueillir la population humaine toujours plus nombreuse. Encore 2 années se sont écoulées. Diverses agences spatiales lancent leurs missions vers Mars. Il y a plus de gens, plus de matériel scientifique et même des aquariums avec des poissons. En 2035, Mars et la Terre sont à une distance record. Les gens envoient donc une énorme flotte de vaisseaux avec des astronautes et des matériaux de construction. À ce moment-là, la colonie humaine ressemble à une petite ville, avec de nombreux dômes interconnectés. Ses habitants ont déjà commencé à construire un réseau souterrain de tunnels pour se déplacer entre les maisons, les laboratoires et les usines. Ils ont également construit le premier hôpital. 2 ans plus tard, la population de Mars atteint la barre des 1500 habitants. Presque toutes ces personnes deviendront des résidents permanents de la planète. 4 ans et 2 autres fenêtres de lancement plus tard, le premier restaurant ouvre ses portes. La construction d'une centrale nucléaire commence également. Une fois qu'elle sera terminée, les Martiens n'auront plus besoin d'un approvisionnement constant depuis la Terre. D'en haut, la colonie ressemble à une petite ville. Il y a une section agricole, où l'on cultive de la nourriture, une section d'habitation et une zone industrielle. Et à chaque nouvelle mission, les gens apportent de plus en plus de panneaux solaires. Désormais, leur surface totale équivaut à des dizaines de terrains de football. Tout cela permet aux astronautes de se sentir comme chez eux. De plus, ils n'ont pas besoin d'attendre les réserves de nourriture de la Terre. 20 ans de colonie humaine sur Mars. La population est maintenant d'environ 30 000 personnes. Les travailleurs commencent à faire venir leurs familles sur Mars. Les premières écoles sont construites. 30 ans plus tard, la population compte déjà plus de 100 000 habitants. L'infrastructure de la colonie lui permet d'être complètement autosuffisante. Les gens produisent suffisamment de nourriture, obtiennent suffisamment de carburant et d'oxygène. À ce moment-là, les premières plantes commencent à pousser dans le sol martien. Il y a de plus en plus d'oxygène dans l'atmosphère de la planète, les arbres plantés dans les serres y contribuent. L'effet de serre dû à toute l'activité humaine contribue à réchauffer la surface de Mars, ne serait-ce qu'un peu. Les gens doivent encore porter des combinaisons spatiales lorsqu'ils vont à l'extérieur. Il faudra encore de nombreuses années avant que les gens puissent respirer sur Mars comme ils le font sur Terre. Petit à petit, des rivières et des lacs apparaîtront. Des plantes vertes couvriront la plupart des terres. Et alors, les habitants de Mars pourront sortir sans masque à oxygène et considérer la planète rouge, désormais verte, comme leur maison. Tu prends une fusée pour aller sur la Lune. Elle atterrit. Tu mets ton uniforme de travail. Et tu vas faire ton boulot dans une usine locale qui extrait l'eau du sous-sol de la Lune. Il y a aussi des usines de carburant. Des dizaines de personnes dans des rovers lunaires parcourent l'étendue du satellite naturel de la Terre. À la fin de ton service, tu montes à nouveau dans la fusée. Elle te ramène chez toi comme un bus normal. C'est exactement ce que la NASA envisage de faire. Et la première étape de ce projet est la mission Prime 1. Prime est l'acronyme de Polar Resources Ice Mining Experiment. La mission commence en 2022. Allons la découvrir de plus près étape par étape. Une fusée de propulsion et un deuxième étage sont montés sur la rampe de lancement. Feu! Les moteurs de la fusée commencent à brûler du carburant et nous montons. Bientôt, la fusée atteint une vitesse d'environ 38 600 km/h. À cette vitesse, tu pourrais parcourir la distance entre New York et Londres en seulement 8 minutes. Une fois que le propulseur a épuisé tout son carburant, il se détache et se pose en douceur sur la Terre. Le deuxième étage avec la capsule spatiale allume ses moteurs quelques secondes après le retrait du premier étage. La fusée continue donc à monter. Une fois qu'elle a atteint son orbite, la capsule spatiale s'ouvre. Elle libère le module d'atterrissage lunaire Nova C. C'est un vaisseau spatial cylindrique aussi long qu'une berline et légèrement plus large que la taille d'une personne moyenne. Le moteur démarre et commence alors le voyage. D'abord, le module effectue un cercle autour de la Terre. Il s'agit d'une manœuvre gravitationnelle qui lui permet de prendre de la vitesse sans gaspiller trop de carburant. Comme l'atterrisseur lunaire est toujours en orbite, la gravité de la Terre l'affecte. Le vaisseau spatial semble tomber, mais pas vers la surface de notre planète, le long de sa trajectoire orbitale.
Après un tour de la Terre, l'atterrisseur ajuste sa trajectoire et se dirige vers la Lune. La distance qu'il doit couvrir est de 384 000 km. Cela équivaut à 9 tours et demi de la Terre, ou 93 tours des États-Unis d'une côte à l'autre. Les vaisseaux spatiaux modernes peuvent couvrir cette distance en 9 heures seulement. C'est un peu plus qu'un voyage en avion de New York à Los Angeles. Dans le même temps, il a fallu environ 72 heures aux premiers astronautes pour se rendre sur la Lune. Très vite, Nova C est proche de sa destination. Il fait un nouveau tour autour de la Lune pendant sa descente. Les scientifiques ont déjà choisi l'endroit parfait pour son atterrissage. Il y a plusieurs exigences. Tout d'abord, il doit y avoir des signes indiquant qu'il pourrait y avoir de la glace sous la surface à cet endroit. Deuxièmement, le module lunaire doit être capable de maintenir une communication radio avec la Terre. Et cela est impossible si l'atterrisseur se trouve sur la face cachée de la Lune. Lorsque les premiers astronautes ont volé autour du satellite naturel de la Terre, le contact avec eux a été perdu pendant quelques minutes. La connexion n'a repris que lorsque leur vaisseau spatial est sorti de la zone d'ombre de la Lune. La dernière exigence pour la zone d'atterrissage est la lumière du Soleil. L'atterrisseur est équipé de panneaux solaires pour alimenter son équipement scientifique, ses ordinateurs de bord et ses modules de communication. Il a donc besoin de la lumière directe du Soleil. L'atterrisseur se rapproche de la surface de la Lune. Le vaisseau spatial ralentit en s'approchant du site d'atterrissage. Maintenant, il est presque en vol stationnaire dans l'air. Encore quelques secondes et... posé. Le vaisseau spatial fait un atterrissage en douceur. Il est temps de percer la surface. Pour cela, le module possède un dispositif appelé Regolith and Eye Drill for Exploring New Terrain. Pour faire simple, c'est une grande foreuse d'1 mètre de long. C'est presque aussi long que la jambe d'une personne adulte. Une fois le bon endroit choisi, l'appareil est déposé sur le sol lunaire. Le forage va se faire en plusieurs étapes. L'atterrisseur devra soulever la foreuse à plusieurs reprises pour faire sortir la terre du trou de forage. Sinon, il risque d'endommager la mèche du forêt. Ensuite, l'atterrisseur devra analyser la composition du sol. Pour ce faire, il transporte un spectromètre de masse qui observe les opérations lunaires, appelé M-Solo. Son travail repose sur un principe simple. Il ionise ou charge les particules du sol pour les faire bouger. Il crée ensuite un champ magnétique puissant qui affecte les particules chargées et leur fait changer de trajectoire. Les substances, leurs molécules et leurs atomes se déplacent différemment dans le champ magnétique. Ainsi, en analysant les changements dans leur trajectoire, nous pouvons identifier la masse et la charge de chaque particule. Il ne nous reste plus qu'à consulter le tableau périodique de Mendeleïev et voir quels atomes nous pouvons trouver dans les échantillons. Les scientifiques espèrent trouver de l'H2O, c'est-à-dire de l'eau. Le pôle sud de la Lune est un endroit idéal pour garder la glace à portée de notre foreuse. L'équateur serait un endroit idéal pour maintenir le contact radio et alimenter les panneaux solaires de l'atterrisseur. Mais cette zone sera probablement trop chaude pour contenir de la glace. Le module d'atterrissage transportera également un hopper lunaire. Cet engin sera utilisé pour explorer la surface de la Lune. Il portera une charge d'environ 0,9 kg. Les scientifiques testeront également la technologie de communication 4G. Le module doit avoir des modules spéciaux pour cela. Si le test est concluant, les gens pourraient être en mesure d'utiliser la couverture cellulaire pour communiquer sur la Lune, comme nous le faisons sur Terre. Mais le principal objectif de la mission est de prouver que les ressources trouvées sur la Lune peuvent être utilisées à l'avenir. Dès 2023, la NASA prévoit d'envoyer sur la Lune un rover autonome appelé Viper, Volatiles Investigating Polar Exploration Rover. Il se posera au pôle sud de la Lune pour les mêmes raisons, la connexion avec la Terre et la lumière du Soleil. Le rover lui-même aura la taille d'une voiture de golf. Il transportera une foreuse et un analyseur de sol. Les scientifiques ont déjà tracé un itinéraire pour le véhicule. Il est d'environ 16 à 24 km de long. Il faudra 100 jours à Viper pour parcourir cet itinéraire. Il va forer le sol à la recherche de glace lunaire et marquer ses découvertes sur la carte. Il sera nécessaire de préparer l'arrivée des astronautes sur la Lune. Elle contribuera également à leur fournir des ressources précieuses comme l'eau. Plus tard dans les années 20, la NASA lancera la mission Artemis. À cette fin, les scientifiques construisent le vaisseau spatial Orion depuis des décennies. Il peut transporter 6 astronautes. Le véhicule de lancement qui emmènera Orion en orbite s'appelle le Space Launch System. Lorsqu'il sera prêt, ce sera la fusée la plus puissante de l'histoire de l'humanité. Le premier vol se fera sans équipage. Il est prévu pour 2022. Comme le module d'atterrissage lunaire, le vaisseau spatial montera en orbite, fera un tour de notre planète et se rendra sur la Lune. Une fois qu'il aura atteint le satellite, il restera en orbite pendant 6 jours, puis reviendra sur Terre. Au total, il passera 25 jours dans l'espace.
La deuxième mission est prévue pour septembre 2023. Cette fois, nous enverrons 4 astronautes sur la Lune. Ils voleront autour du satellite naturel de la Terre et reviendront sans se poser sur la surface lunaire. Il s'agira de la première mission avec équipage sur la Lune depuis 1972. La troisième mission, Artemis 3, est prévue pour le 55e anniversaire du premier alunissage, en 2024. 4 astronautes se rendront sur l'orbite de la Lune. Une fois sur place, 2 d'entre eux se déplaceront vers le vaisseau HLS. Il s'agit d'un nouvel alunisseur conçu par SpaceX. Ils effectueront ensuite un atterrissage en douceur sur la surface de la Lune. Les astronautes y passeront plusieurs jours. Puis le vaisseau retournera en orbite, s'amarrera à Orion et reviendra sur Terre. Il est également prévu de construire une station spatiale dans l'orbite lunaire, la Lunar Orbital Platform Gateway, portail en orbite lunaire. Elle sera presque comme la Station spatiale internationale. Elle sera assemblée à partir de nombreux modules, tout comme l'ISS. Il y aura un élément de puissance et de propulsion. Ce sera le premier module équipé de moteurs pour la manœuvre et la propulsion. Il y aura également des panneaux solaires qui alimenteront la station. Un autre module servira à plusieurs fins, notamment la communication et le ravitaillement. Ensuite, il y aura plusieurs modules de vie. Ils pourront accueillir plusieurs astronautes pour une période allant jusqu'à 90 jours. C'est là qu'ils mangeront, dormiront, s'entraîneront et mèneront des expériences scientifiques. La station sera équipée d'un bras robotique. Il aidera les vaisseaux spatiaux à s'amarrer à la station, ainsi qu'à installer des équipements scientifiques supplémentaires à l'extérieur de la station. Il y aura un module de SAS. Les vaisseaux spatiaux entrants pourront s'amarrer à la station. Ce sera comme un parking pour déposer et récupérer des passagers. Les astronautes pourront également l'utiliser comme une porte vers l'espace. Il y aura un véhicule de renvoi d'échantillons, un petit vaisseau spatial qui livrera des échantillons du sol lunaire à la station. Il sera entièrement robotisé. La passerelle sera beaucoup plus petite que l'ISS. À titre de comparaison, la station géostationnaire comprend actuellement 11 modules et son coût total est d'environ 150 milliards de dollars. À l'avenir, nous utiliserons cette station comme rampe de lancement pour envoyer des vaisseaux spatiaux vers d'autres planètes, comme Mars, ou dans l'espace lointain. Les fusées lancées depuis l'ISS auront besoin de beaucoup moins de carburant, car elles n'auront pas à lutter contre la gravité terrestre. Mais les astronautes de la passerelle seront plus en danger que ceux de l'ISS, à cause des radiations. Le champ magnétique de la Terre agit comme un bouclier qui disperse les rayons nocifs du Soleil. Et les astronautes qui séjournent là-bas ne reçoivent pas beaucoup plus de radiation que les passagers d'un avion commercial sur Terre. La Lune est trop éloignée du champ magnétique de notre planète. Tous les modules de la station Gateway, eux, devront donc être davantage protégés du rayonnement solaire.